Salut à tous. Vous savez, il y a des mots comme ça, qui ont l'air de rien, tout doux, tout inoffensif. Et puis, sans qu'on s'y attende, paf, ils se transforment en véritable champ de bataille. Eh bien aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un de ces mots. Un mot que tout le monde pense connaître, vanille. C'est la question du moment. On l'entend partout. Sur TikTok, dans les discussions. Êtes-vous vanille? Ça a l'air tout simple, presque anodin, pas vrai? Mais attention, il ne faut pas s'y fier. Cette question, elle est devenue bien plus que ça. C'est assez fou en fait. En l'espace de quelques années à peine, cette question est passée d'un truc de niche, un code connu de quelques-uns, à un véritable marqueur social. Et pour piger comment on en est arrivé là, eh bien il faut revenir en arrière à l'origine de tout ça. Allez, on attaque la première partie de cette analyse. Une simple question? En apparence, oui. Mais en réalité, derrière cette petite phrase, il y a toute une histoire. On va voir comment vanille est devenu cet indicateur social. Pour ça, il faut comprendre d'où vient le mot, ce qu'il voulait dire au début, et surtout, pourquoi à l'origine, ce n'était absolument pas une critique. Alors, à la base de chez base, dans la culture BDSM, le mot vanille, ce n'était pas du tout une insulte. Pas du tout. C'était juste un descripteur. C'est simple, il faut imaginer un marchand de glace. La vanille, c'est le parfum de base, la saveur par défaut, si on veut, avant d'ajouter le chocolat, la fraise, le pistache, les goûts plus exotiques. Il n'y avait vraiment aucun jugement là-dedans. C'était juste une façon de parler de la norme. La question, c'est comment un mot aussi neutre a pu devenir une sorte d'insulte? Eh bien, cette petite chronologie nous raconte tout le voyage. Dans les années 90, c'est un terme tranquille, utilisé dans les communautés BDSM. Et puis boum, 2011, arrive 50 nuances degrés. Ça propulse tous ces concepts dans la culture grand public. Et la dernière étape, c'est les années 2020, avec TikTok, et là, le sens du mot bascule complètement. Et si on se demande pourquoi il n'y avait pas de jugement au début, la philosophe Judith Butler a une explication hyper claire. Elle dit que la norme fonctionne justement parce qu'elle ne se voit pas. Elle se présente comme quelque chose de naturel, d'évident. C'était la sexualité par défaut, celle qui n'avait même pas besoin de nom tellement elle allait de soi. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, se faire traiter de vanille, ça n'a plus rien à voir avec une description neutre. C'est devenu une critique, une accusation à peine voilée. Le sous-entendu est limpide. Il manquerait une dimension d'exploration, une audace. En gros, c'est comme si on disait qu'il manque une case dans l'expérience de vie. Et ce glissement de sens, c'est ce qui nous amène à notre deuxième partie, le procès de la vanille. Parce que oui, on est carrément dans un procès d'intention. La question n'est plus là pour décrire, non. Elle est là pour interpeller, pour sommer de se définir, de choisir son camp, dans une toute nouvelle hiérarchie du désir. Et nulle part ailleurs, ce procès n'est plus visible que sur les réseaux, TikTok en tête. Là-bas, le monde est simple, tout est binaire. D'un côté, on a le vanille, c'est ennuyeux, c'est conforme, c'est la norme un peu, poussiéreuse. Et de l'autre, le kinky. Ah là, c'est ludique, c'est subversif, c'est même présenté comme plus égalitaire. En fait, ce qui se joue ici, c'est la création de deux camps, deux identités qui s'opposent en tout point. Et attention, cette construction d'identité, ce n'est pas juste un jeu sur les réseaux, c'est bien plus profond. Ça nous ramène à un concept super important d'un philosophe, Michel Foucault, la biopolitique. Alors en gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que le pouvoir ne se contente pas de faire des lois. Il va modeler ce qu'on pense être normal ou vrai en matière de sexe et de désir. Et donc, si on applique ça à notre sujet, être vanille aujourd'hui, eh bien, c'est un peu comme ne pas parler la langue du désir moderne. C'est ne pas maîtriser les nouveaux codes. Et forcément, quand on ne parle pas cette langue, on se retrouve un peu à l'écart, en dehors de ce nouveau jeu de pouvoir. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Et si cette nouvelle obligation d'être transgressif était en fait la nouvelle norme? C'est ça qu'on va explorer dans la troisième partie, la rébellion de la simplicité. La question est simple. Et si, dans un monde qui nous crie « Soyez audacieux », le vrai acte de rébellion, c'était de choisir la simplicité? Et pour penser ça, il y a un autre philosophe qui nous aide beaucoup, Slavoj Žižek, et lui propose un renversement total, vraiment radical. Il dit, en substance, « Attention, on a changé d'époque. Avant, la société nous disait « Tu ne jouiras pas ». Aujourd'hui, elle nous dit l'inverse. Tu dois jouir. C'est devenu une obligation de performer son plaisir. Le basculement est vraiment total. On est passé de l'ancien monde, où le pouvoir c'était la répression, le fameux « tu ne dois pas », à ce nouvel ordre, où le pouvoir c'est la performance, le « tu dois jouir ». Et le paradoxe, il est là. Dans ce nouveau système, le simple fait de refuser de participer à ce grand spectacle du désir, ça peut devenir un véritable acte de résistance. Donc imaginez un peu. Refuser la course à la complexité. Revendiquer le droit à la douceur. Et si c'était ça,
la vraie liberté aujourd'hui. Être vanille, non plus par défaut, mais comme un vrai choix politique. Un choix délibéré contre ce qu'on pourrait appeler la tyrannie de la performance. Et attention, ce n'est pas juste de la philosophie en l'air. Ce mouvement, on le voit émerger dans des groupes bien réels. Des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, décident de prendre un autre chemin. Elles choisissent de réhabiliter une forme de simplicité et d'en faire leur propre espace de liberté. Cette tension entre l'obligation de performer et la revendication de la simplicité, elle n'est donc pas du tout théorique. C'est un conflit qui se joue maintenant, sous nos yeux. C'est un nouveau champ de bataille culturel. Alors, regardons d'un peu plus près comment ça se manifeste très concrètement dans la culture pop. Un exemple parfait, c'est la tendance du pegging qu'on a beaucoup vu sur TikTok. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste présenté comme un acte sexuel, pas du tout. C'est mis en scène comme un test pour la masculinité non toxique, une inversion des rôles de pouvoir et le symbole du couple moderne déconstruit. Bref, dans la culture pop d'aujourd'hui, c'est l'anti-vanille par excellence. Et bien sûr, face à ce qui est perçu comme de nouvelles exigences, une réaction s'organise. On entend souvent le mot backlash. De ce côté-là, la critique est claire. On dénonce une perte de naturel et on exprime la crainte d'une kinkification généralisée des relations. En gros, c'est la défense du modèle plus traditionnel qui se sent attaquée. Bon, on a donc nos deux camps, deux visions du désir qui s'affrontent. Mais alors, au fond, qu'est-ce que tout ce conflit nous révèle? On arrive à la dernière partie et au cœur du problème. Et si la question, au final, n'était pas du tout une histoire de goût personnel, mais bien une histoire de pouvoir? Alors, le moment du verdict est arrivé. Vanille ou kinky? Lequel choisir? Après tout ce qu'on a vu, la logique voudrait qu'on prenne parti, non? Et pourtant, c'est là que l'analyse prend un virage inattendu. Parce que la conclusion, ce n'est pas de choisir un camp. En fait, on se trompe de question. Le véritable enjeu, il n'est pas là. Tout est résumé dans cette phrase « Êtes-vous vanille » n'est pas une question de goût. C'est une question de place dans le régime de vérité du sexe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la question ne cherche pas à connaître des préférences personnelles. Elle cherche à savoir où on se situe par rapport aux normes du moment. Est-ce qu'on parle la langue du pouvoir actuel ou pas? Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question à emporter avec soi. L'histoire du mot vanille, ça nous montre à quel point un simple mot du quotidien peut cacher un véritable enjeu de pouvoir. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les autres mots qu'on utilise tous les jours sans y penser, qui sont peut-être eux aussi des champs de bataille modernes? La réflexion est ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.